Voilà, bonjour mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui dans cette webconférence nos trois experts, chacun dans son domaine d'expertise, varié et riche. Cette webconférence rentre dans le cadre de partage de la connaissance, du savoir et du retour d'expérience. La thématique d'aujourd'hui de cette webconférence est intitulée « Rencontre franco-arabe sur les défis de lutte contre la cybercriminalité et de la protection des données à caractère personnel ». Cette webconférence a été organisée par l'Association internationale de lutte contre la cybercriminalité basée en France, présidée par M. Mohamed Chouki, en étroite collaboration du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation présidé par professeur Youssef Bentaleb et le cabinet à Lorient Avocat présidé, associé par Madame Corinne. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite, chers web participants, à accueillir avec moi nos trois invités. Et dans cette webconférence, il y a Madame Corinne TRH, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, Madame, maître, et qui est avocate au barreau de Paris et associée au cabinet à Lorient Avocat, et professeur Youssef Bentaleb, qui est le président du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, et Monsieur Mohamed Chouki. Donc, lors de cette conférence, après un guise d'introduction de Monsieur Chouki et qui est en mot de bienvenue à nos participants, on va dérouler cette webconférence en trois parties. La première, elle sera présentée par Monsieur Youssef Bentaleb, qui va nous présenter un aperçu global de ce qui se fait au Maroc au niveau de la mise en place de différentes organisations et tout ce qui est lié à la cybercriminalité et la cybersécurité aussi. En deuxième partie, Maître Corinne, qui va nous donner un aperçu global sur, on peut dire, la loi LGBT ou la norme LGBT après 12 ans d'application sur l'Union européenne en général et en particulier en France avec son retour d'expérience. Et en troisième partie, M. Chouki qui va nous présenter les grands axes sur tout ce qui a été fait en Égypte pour faire face à la cybercriminalité. À vous la parole, M. Chouki, pour souhaiter la bienvenue à nos participants. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que notre association co-organise ce webinaire. Et je remercie tout d'abord professeur et maître Corinne d'avoir accepté notre invitation de participer à ce webinaire. Je remercie également les modérateurs. Et donc, je vous donne très rapidement quelques informations sur notre association. L'Association internationale de lutte contre la cybercriminalité est une association à but non lucratif destinée à s'intéresser aux différentes formes d'utilisation illicite des nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. Comme c'était mentionné par M. Laftimi, son siège social est basé à Paris. L'association a été fondée en 2006 et j'ai été élu plusieurs fois comme président de l'association. L'association a une durée de vie illimitée. L'association organise des réunions, des conférences, des séminaires et des congrès. Ces experts font des travaux de recherche sur la cybercriminalité. Ce soir, on accueille 2 experts parmi notre association, Maître Corinne TRH et Professeur Bentaleb. À ce jour, nous avons organisé une trentaine de colloques et de conférences. Nous avons organisé des activités en France, en Afrique du Sud, au Maroc, en Égypte, en Australie, en Malaisie, aux États-Unis, au Liban, au Brésil, en Inde, en Tunisie
et aux Émirats arabes unis. L'association prirent des budgets internationaux afin qu'elle puisse faire des bureaux internationaux au Maroc. Notre bureau au Maroc est dirigé par le professeur Ben Taleb. Nous avons un autre bureau en Australie, au Liban et au Brésil. Un point important à mentionner, l'adhésion est totalement gratuite à notre association. Donc, le conseil d'administration examine le CV de demandeur et donne son avis positif ou négatif. L'association a le statut d'observateur aux Nations Unies et nous sommes régulièrement invités pour et de nouvelles technologies organisées par les Nations Unies pour donner notre avis consultatif. Nous participons également au FIC, organisé chaque année en France. Donc, c'était très rapidement une présentation sur l'association. Je vous souhaite tous et toutes un excellent webinaire. Et encore, je remercie nos intervenants, notre modérateur et nos participants ce soir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chauqui, et merci pour ce mot de bienvenue, cette explication pour votre association qui a organisé cette webconférence en collaboration avec le Centre marocain de recherche pour les techniques d'innovation, avec le cabinet d'avocats Alorian Avocat qui est basé à Paris. Maintenant, on va inviter M. Youssef Bental, professeur Youssef Bental, qui a un palmarès, pour moi personnellement, c'est un palmarès très riche. Il a vécu une carrière professionnelle en tant que commissaire judiciaire, divisionnaire au département informatique en 2001. Il a eu son doctorat en mathématiques appliquées en informatique de l'université Mohamed V à Rabat au Maroc. Et à partir de 2010, il a commencé une carrière académique qui commence à s'installer à l'horizon en tant qu'enseignant-chercheur à l'université Ibn Tufayl. Ces domaines de compétences ils sont variés. Ça part de l'analyse des données massives, les big data, de l'intelligence artificielle, la cryptographie, la sécurité des réseaux, des objets connectés, le cloud computing et éventuellement la cybersécurité et la transformation digitale. En 2012, il a fondé le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. En 2017, il est nommé directeur de la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité au Maroc. Monsieur Bentaleb, est-ce que vous pouvez corriger si je n'ai pas fait d'erreur au niveau de votre palmarès qui est riche et varié? À vous la parole, monsieur le professeur Bentaleb. Merci, monsieur le président. C'est Ahmed. C'est avec un énorme plaisir en fait que je participe aujourd'hui avec mes chers collègues, professeur Chauqui, madame Corinne, pour débattre un sujet d'actualité. Et je dirais que c'est un sujet qui est très difficile et très complexe. Et vous m'avez dit, est-ce que vous n'avez pas oublié quelque chose? Je pense que vous avez exagéré un tout petit peu en me présentant. Vous m'avez donné beaucoup en fait de valeurs que je ne méritais pas. Alors que j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, sur le sujet de la cybercriminalité en tant qu'enseignant-chercheur, mais avec une casquette quand même associative et universitaire. Donc, avant de commencer, en fait, j'ai préparé une petite présentation pour débattre le sujet, mais je pense pour moi dans un volet plus ou moins philosophique, sans rentrer en fait dans les traditions en fait de ce sujet d'une manière académique. Mais avant de commencer, j'aimerais bien remercier infiniment cher collègue Dr Chauqui, notre président en fait de l'Association internationale de lutte contre la cybercriminalité, d'avoir pris l'initiative de débattre ce genre de sujet vraiment d'actualité complexe, et également d'avoir invité aussi Madame Corinne pour son expertise dans le domaine en fait de numérique, en particulier le domaine en fait de la protection des données à caractère personnel RGPD.
Donc, si vous permettez, voilà, donc je vais commencer ma présentation. Donc déjà, je pense que vous avez commencé à me présenter en tant qu'enseignant-chercheur. Tout ce que vous avez en fait cité est vraiment le cœur en fait de mon métier. J'ai travaillé beaucoup, comme vous l'avez dit, sur l'aspect technique, surtout en fait de la cybersécurité, la protection des données, la cryptographie, ainsi de suite. Ça dans le cadre de l'université Ibn Tufayl en tant que chercheur à cette université, mais aussi en tant que président du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. J'avais eu l'occasion de travailler avec l'écosystème en fait de la cybersécurité au Maroc. Et je pense que c'est ça le point essentiel qui m'a permis en fait de comprendre ce volet-là en fait de la cybercriminalité, en fait de la cybersécurité, de proche et sur le terrain, en travaillant avec les ministères en charge, avec les ministères en charge, et également en travaillant aussi avec les citoyens lambda sur le terrain, à savoir que je suis également, peut-être vous l'avez pas mentionné, que je suis membre du task force du projet ESLMA. C'est un projet en fait de politique nationale pour la protection des enfants sur Internet au Maroc. Donc, sans tarder, j'ai préparé une petite présentation qui va, dans un premier lieu, parler un tout petit peu sur les enjeux de la cybercriminalité d'une manière globale et générale. Et puis, je passerai vers l'expérience marocaine pour rappeler en fait ce qui a été déjà mis en place comme politique en fait de cybersécurité pour faire face au problème de la cybercriminalité et également à la protection des données. Donc, pour être en fait pragmatique, le sujet de la cybercriminalité est un sujet très vaste et qu'on peut le voir sur deux échelles qui sont différentes. J'ai essayé de classer ça en deux échelles, échelle macro et échelle micro. Lorsqu'on parle d'échelle macro, c'est tout ce qui est en relation avec la sûreté de l'État, la sûreté numérique en fait de l'État, tout ce qui est en relation avec l'espionnage, les cyberattaques de grande ampleur, tout ce qui est en relation avec la surveillance de masse, ainsi de suite. Ça, c'est un volet qui vraiment, en contrepartie, on trouve une autre échelle micro qui concerne en fait ce qui est courant maintenant chez le citoyen, tout ce qui est cyberharcèlement, usurpation d'identité, vol, fraude, etc., arnaque, ainsi de suite. Donc, ce sont deux volets distincts, deux échelles distinctes, et j'ai choisi quand même de parler en fait de ce volet-là qui est global et général, tout en s'inspirant du fait que la cybercriminalité aujourd'hui n'est pas maîtrisable. Ça, c'est un constat. C'est tout simple. Pourquoi? Parce que réellement, aujourd'hui, on maîtrise moins de 10% du trafic d'Internet. À savoir que peut-être pour les non-spécialistes, l'Internet peut être divisé en trois couches, trois parties. Il y a ce qu'on appelle l'Internet en fait de surface, ou bien le web surfacique. C'est notre quotidien, c'est les courriels, c'est les connexions aux réseaux sociaux, c'est les achats en ligne et tout ça. Et tout ça, il représente 10% du trafic d'Internet. Alors qu'il y a ce qu'on appelle un Internet profond, le deep learning, ou bien le deep web, estimé à 60 jusqu'à 75% du total du web. Et ce sont en fait des pages web qui ne sont pas indexées, c'est-à-dire que les moteurs de recherche, Google par exemple, ne peut pas, si vous tapez un mot quelque part sur Google, vous n'aurez rien comme information. Alors, il fallait avoir une adresse quand même spécifique pour pouvoir accéder à ce genre en fait, de page web. Et sans oublier le web sombre aussi, le dark web. Donc, aussi, ça, c'est en fait, c'est la facette noire en fait, de l'Internet. C'est le coin vraiment le plus difficile où il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme trafic de drogue, comme vente de cartes bancaires, comme armes, ainsi de suite, comme ce que vous voulez comme activité malveillante et également illégale. Donc,
Tout ce que nous maîtrisons jusqu'à maintenant, c'est 10%. C'est ça ce qui est difficile en fait pour le sujet. Et pour cette raison-là que j'ai essayé en fait d'articuler mon intervention sur 3 axes. Premièrement, je vais parler de la complexité de la lutte contre la cybercriminalité. Je passerai ensuite pour dire un petit mot sur ce qui a été réalisé au Maroc comme stratégie. Et puis, je termine par le choix de 2 exemples, si vous voulez, des défis liés à la protection des données personnelles aujourd'hui. Donc, pourquoi la cybercriminalité elle est très complexe? Parce que déjà, les dégâts économiques sont estimés à 600 milliards de dollars par an, c'est-à-dire chaque année, les estimations, c'est 600 milliards de dollars pour comprendre l'ampleur ou bien l'ordre de grandeur de ce chiffre-là. Donc, c'est équivalent au fonds qui a été en fait débloqué pour la relance économique de l'Union européenne dernièrement, suite en fait pour faire face aux inconvénients, si vous voulez, économiques en fait de Covid-19. Donc, c'est un montant très grand, vraiment, et colossal. Donc, la cybercriminalité, sans rentrer dans la langue du bois, quand même, on est quand même des universitaires, il faut dire qu'au-delà des réglementations de la cybercriminalité, il y a des enjeux. Des enjeux qui sont politiques, des enjeux technologiques et également des enjeux économiques. On va essayer de voir grosso modo exactement de quoi il s'agit. Donc, la lutte contre la cybercriminalité nécessite, à mon avis, une collaboration avec les géants d'Internet. Donc, s'il n'y a pas de collaboration, on ne peut pas lutter contre la cybercriminalité. Et alors que toute stratégie en fait, de lutte contre la cybercriminalité, de n'importe quel État, elle doit impérativement passer à travers la collaboration avec la partie dominante en fait, du digital, à savoir les géants d'Internet, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc, tout le travail de lutte contre la cybercriminalité doit passer par eux impérativement. Pourquoi ça? Ce n'est pas au hasard. Pourquoi? Parce que, premièrement, les GAFAM, ils constituent aujourd'hui une puissance technologique. Ils contrôlent le trafic du web, ça veut dire l'autoroute en fait d'Internet. Ils détiennent en particulier la technologie et les infrastructures. À savoir aujourd'hui qu'il y a à peu près 400 câbles sous-marins reliant le monde entier d'un total de 1,2 million de kilomètres. C'était, avant 5 ans, c'était seulement 5% des câbles sous-marins qui sont contrôlés par les GAFAM, mais aujourd'hui, c'est 50%. Et d'ici 4 ans, ça serait 95% en fait de contrôle des câbles sous-marins qui permettent de transiter en fait toutes les informations que nous produisons dans le monde. La deuxième chose, c'est les données et les data centers. Aujourd'hui, toutes les données, je dirais 70 jusqu'à 90% de trafic d'Internet, il va vers les États-Unis. Tout simplement parce que les data centers ils sont localisés en Amérique. Voilà. Je parle maintenant de la puissance économique en fait des GAFAM, toujours en relation avec la lutte contre la cybercriminalité. Et je donne un exemple au hasard, mais simple. En 2017, si on prend par exemple la France, son produit intérieur brut, il est de l'ordre de 2420 milliards de dollars. C'est la 6e en fait, puissance économique mondiale. Mais en fait, ce produit intérieur brut, il est moins que le capital boursier des GAFAM, qui est estimé à 2995 milliards de dollars. Si je compare avec le Maroc, mon pays, donc on est en 2017, le PIB de Maroc, c'est 121 milliards de dollars, et il est moins que le capital boursier d'Amazon.
qui est estimé à peu près de 500 milliards de dollars. Et comme ça, vous allez comprendre que vraiment l'enjeu économique, c'est un enjeu à en tenir compte lorsqu'il s'agit en fait de la lutte contre la cybercriminalité. Parlons maintenant des GAFAM aussi en termes de pression. Je donne un exemple. Récemment, la France, qui cherche quand même une source supplémentaire de financement public, elle a finalement baissé les bras devant les géants d'Internet, en suspendant le projet de taxation sur les GAFA. Donc, pour avoir une idée, c'était une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires estimé à 400 millions d'euros en 2019. Donc, alors que sous la pression des États-Unis, qui menace en fait de surtaxer 2,4 milliards de dollars du produit français, la France a retiré, soi-disant, en fait, le projet de taxation. Ça, pour comprendre en fait la force en fait économique, politique aussi des GAFAM face à toute pression de ce genre. La politique aussi. Donc, les GAFAM peuvent influencer les politiques. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent quand même les clés en fait du cyber, à savoir la data, ou bien le pétrole de ce siècle-là. Donc, les GAFAM, ils détiennent en fait les clés, à savoir la donnée, elle est chez eux. Donc, ce n'est pas au hasard en fait que le Sénat américain, il a invité le patron du Facebook, en fait le premier réseau mondial maintenant, pour une audience en relation avec la protection des données et également en relation avec la campagne électorale de Donald Trump. Toujours en relation avec la cybercriminalité, je prends ici le volet ou bien l'exemple d'Amazon. 2020, juste ça fait quelques semaines qu'en plein confinement, Amazon et Microsoft suspendent la coopération avec la police fédérale américaine autour en fait de ce qu'on appelle la technologie de la reconnaissance faciale. Suite à quoi? Suite aux menaces de Donald Trump qui a menacé en fait les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et ainsi de suite, de les fermer une fois pour toutes. Donc suite à cette menace qui a été en fait prononcée par Donald Trump, en les accusant quand même, en accusant les réseaux sociaux de diriger en fait les réseaux sociaux et influencer les électeurs américains. Alors, en contrepartie, donc Amazon et Microsoft, ils ont menacé, même arrêté en fait de coopérer avec la police fédérale. Pour des affaires aussi en relation avec la cybercriminalité, je prends ici le cas de Apple. Donc, malgré en fait la pression de Washington, dernièrement, Apple il refuse en fait de déverrouiller les deux iPhones en fait d'un tireur en fait de masse. Donc, c'est une affaire en fait qui a été classée terroriste. Et malgré ça, donc le procureur général en fait William Barr, il a publiquement accusé Apple de ne pas en faire assez pour aider l'FBI à accéder au téléphone portable du terreur. Donc, ça veut dire que les GAFAM, ils ont quand même les clés pour lutter contre la cybercriminalité. Donc, ça d'une part. D'autre part, il y a tout un monde qu'il ne faut pas oublier, c'est dans l'autre bout du monde, à savoir les géants chinois. On sait maintenant qu'il y a quand même des homologues de GAFAM, à savoir les BATX, qui montent aussi aujourd'hui en puissance sur le volet technologique et également sur Internet. Donc, ce sont aussi des nouveaux GAFAM qu'il fallait prendre en considération dans toute équation en fait en relation avec la lutte contre la cybercriminalité. Voilà, donc faire face à la cybercriminalité, à mon sens, c'est au-delà des enjeux économiques et politiques et la mise en place d'une stratégie nationale de cybersécurité est primordiale en fait pour protéger les citoyens d'une part
et également les infrastructures et minimiser le risque au maximum possible, vu que le risque, en fait, en cybersécurité, le risque zéro n'existe pas. Donc, la lutte contre la cybercriminalité est une affaire de l'État. Elle nécessite quand même une approche multidimensionnelle, à savoir une dimension technique, dotée d'une infrastructure sécurisée, avoir un équipement ou bien des équipements de pointe, une dimension aussi juridique, avoir, en fait, mettre en place des textes de loi évolutifs et actualisés, et également une dimension organisationnelle, ça veut dire les institutions spécialisées efficaces qui travaillent dans l'opérationnel pour faire face à la cybercriminalité, mais surtout une quatrième dimension, à savoir le capital humain. Il faut avoir des compétences qualifiées, des formations continues et également, surtout, une sensibilisation des citoyens. Mais quoi pour le Maroc? Pour le Maroc, il a une stratégie quand même de lutte contre la cybercriminalité, ou bien une stratégie de cybersécurité qui couvre les trois volets en fait, technique, juridique et organisationnel. Donc, la stratégie en fait du Maroc en matière de cybersécurité, elle a vu le jour depuis 2011, avec la mise en place d'un certain nombre de structures et également de réglementations dédiées à la lutte contre la cybercriminalité. Mais il ne faut pas oublier que les textes de loi liés à la lutte contre la cybercriminalité au Maroc existent en fait déjà depuis 2003, même avant. Donc, sur le plan stratégique, la base en fait stratégique en fait de la cybersécurité au Maroc, elle est datée en 2011 lors de la création de ce qu'on appelle le comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information, présidé par le ministère ou bien le ministre chargé de l'administration de la défense nationale. C'est l'autorité, en fait, cette commission, ou bien ce comité-là, donc c'est l'autorité chargée de définir les orientations stratégiques en matière de sécurité des systèmes d'information au Maroc. Donc, il est composé de représentants de divers départements ministériels, de la défense nationale et également des régulateurs des télécoms. Aussi, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, ça c'est aussi une structure, la DGSSI, qui relève en fait de la Direction de la défense nationale. Cette structure-là, donc, elle est chargée de l'élaboration et la mise en œuvre en fait de la stratégie de l'État en matière de sécurité des systèmes d'information. Ce sont deux, si vous voulez, deux entités, le comité stratégique qui trace en fait la politique générale et la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information qui veille sur la mise en application et la mise en œuvre en fait de cette politique-là de cybersécurité. Sur le volet opérationnel, c'est-à-dire sur le terrain, c'est en général la Direction générale de la sûreté nationale, la DGSN, donc avec ses 29 brigades régionales de lutte contre la cybercriminalité. C'est encore la gendarmerie royale avec ses laboratoires d'investigation numérique. C'est aussi le Centre marocain d'alerte et de gestion des incidents informatiques, le MACERT, chargé en fait de la veille numérique. Et c'est encore l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, l'ANRT. C'est aussi la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, la CNDP, et récemment, c'est l'Agence aussi de développement digital, ADD, qui a été récemment créée pour accompagner le monde digital et en relation bien sûr avec l'administration électronique. Voilà, donc ça c'est le volet opérationnel qui a une relation avec le terrain, mais finalement le volet juridique, ça c'est important. Le Maroc, dans l'absence maintenant de ce qu'on appelle un code du numérique, il y a tout un arsenal juridique de textes de loi qui gère en fait cette problématique de la cybercriminalité. Et là, je peux citer quand même
la loi 0703 sur l'atteinte au système de traitement des données, la loi 5305 sur l'échange électronique des données juridiques, la loi 3108 édictant des mesures de protection des consommateurs, la loi 0908 relative à la protection des données personnelles, et finalement, je peux dire qu'actuellement, il y a toute une loi 05020 relative à la cybersécurité qui est encore en fait d'adoption. Sur le plan conventionnel ou bien international, le Maroc il a adhéré à plusieurs conventions internationales en matière de protection de données, en matière de cybercriminalité. Je cite là la Convention internationale dite de Budapest relative à la cybercriminalité. Le Maroc aussi il a adhéré à la Convention 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données personnelles. Le Maroc il a adhéré aussi à la Convention de la Ligue arabe de la lutte contre la cybercriminalité. Et je n'oublie pas de dire que le Maroc il a quand même une forte coopération internationale via des accords bilatéraux, en particulier dans le cadre de cyberterrorisme. Donc, le cadre en fait conventionnel, le Maroc, il est, je pense, parmi les pays africains les premiers qui ont adhéré au maximum en fait de conventions internationales. Bon, pour ne pas tarder, je termine par cette troisième partie qui est en relation avec les défis de la protection des données à caractère personnel. En fait, la technologie évolue constamment et le risque en fait de cette technologie risque en fait de contourner les mesures de protection des données personnelles. Ça, c'est intéressant de le savoir qu'on met des lois, mais la technologie toujours elle est en avance. Et elle doit en fait en tenir compte de cette évolution constante en fait de la technologie. En fait, les défis de la protection des données personnelles sont si nombreux. Il y a beaucoup de défis, mais là, je peux citer deux exemples pour ne pas monopoliser quand même la parole. Je vais citer un exemple sur le volet juridique. Et peut-être je laisse mes collègues spécialistes pour interpréter, et un volet aussi technique relatif à la protection des données personnelles. Donc, le premier défi, ou bien l'exemple, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Cloud Act. Donc, le Cloud Act, c'est une loi fédérale qui a été adoptée en 2018 et qui permet au gouvernement américain d'avoir accès aux données stockées dans les data centers partout dans le monde. Et que ces data centers qui appartiennent bien sûr aux entreprises américaines qui ont des filiales partout en fait dans le monde. À mon avis, cette loi anti-RGPD, anti-protection des données, c'est une sorte de régularisation pour l'espionnage en fait des données des citoyens partout dans le monde, une fois qu'ils sont en relation avec une entreprise américaine. Donc ça, c'est un défi. Comment les réglementations nationales, internationales, savoir aussi la réglementation européenne, fait face pour cette loi en fait fédérale américaine. Un autre défi, je termine par ça, c'est le défi en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui les objets connectés. Donc, ces objets connectés qui sont partout, qui nous espionnent, qui espionnent tout le monde, et ils sont aujourd'hui, ils seront 75 milliards d'objets connectés d'ici 5 ans. Alors, pour l'histoire, je donne un exemple intéressant qui montre en fait la difficulté liée à ces objets connectés qui sont techniquement vulnérables aux cyberattaques. C'est juste en 2016, et tout le monde peut-être est au courant qu'une cyberattaque de type déni de service, DDoS, a parallélé les sites d'Amazon, Twitter, Netflix, ainsi de suite. Et c'est dans les États-Unis, dans une grande partie en fait de l'Europe,
cette cyberattaque, ce qui est étonnant, c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire en fait, de la cybersécurité qu'une attaque elle a été menée à travers des caméras de surveillance connectées. Donc, ça veut dire des objets connectés. Et comment nous allons faire demain, même aujourd'hui, lorsque nous avons des objets connectés qui sont partout avec nous et tout le temps, et qui collectent, et qui traitent, et qui stockent nos données. Donc ça, c'est un grand défi en fait que l'humanité va faire face, parce que ces objets connectés, vu qu'ils sont minuscules, techniquement, c'est difficile en fait d'assurer la sécurité technique nécessaire pour pouvoir protéger les données en fait des personnes et également leur vie privée. Voilà, donc je termine et je suis désolé si j'ai pris beaucoup en fait du temps pour cette présentation. Voilà, à vous la parole, Monsieur le Président. Merci, professeur Bental, pour ce tour d'horizon, si j'ose dire ça, et cette mine d'or aussi d'informations de ce qui se passe au Maroc au niveau de la mise en place de tous les outils, de toute l'organisation nécessaire. J'ai un petit souci avec les chiffres. Lorsque j'entends, par exemple, les 600 milliards de dollars par an, c'est un grand chiffre par rapport aux pertes. La question qui vient à l'esprit, est-ce que, à votre avis, est-ce que la stratégie qui a été mise en place au Maroc en matière de la cybersécurité est-il, ou plutôt est-elle en mesure de protéger soi-disant les Marocains, les données des Marocains? À votre avis, est-ce que par rapport à ce qu'on entend parler, par rapport aux objets connectés qui sont partout, qui sont avec nous, malgré l'aspect technique, organisationnel et institutionnel aussi, et les formations en cours, est-ce qu'on peut dire qu'on est certainement protégé, à votre avis? Voilà, protégé, je l'ai déjà peut-être mentionné que le risque zéro n'existe pas en cybersécurité. On est protégé 100%. Aucune assurance de le monde ne peut assurer 100%. Toujours le risque, il est là, il existe, mais il faut le minimiser au maximum. Vous m'avez parlé du Maroc, est-ce qu'il est bien sécurisé à travers sa stratégie, sa politique? Je dirais que la stratégie reste toujours une nécessité, mais dans la pratique, c'est autre chose. Donc, il fallait compter surtout sur la sensibilisation, sur la formation et également sur, en fait, la façon, la perception en fait de la cybersécurité, la culture de cybersécurité chez le citoyen, également chez les entreprises. Une autre chose, j'ai parlé en fait de la coopération. Mon ami professeur Chawqi, donc il est juge et il voit les choses autrement que moi. Arrêter un cybercriminel, il fallait avoir des accords avec les pays où peut-être l'attaque a été menée. Et je pense avoir beaucoup de collaboration avec les États, avec les géants d'Internet, ça permet en fait d'avancer pour minimiser les risques en fait de la cybercriminalité. Voilà. Monsieur le professeur, on tape sur le plan technique. Quel est le conseil ou les conseils, on peut dire qu'il y a plusieurs conseils, pour faire face aux différentes vulnérabilités des objets connectés? Parce que moi, personnellement, lorsque je prends un smartphone avec tous les outils, toutes les applications, est-ce que je suis vraiment protégé? Est-ce que je protège mes données? Quel conseil pouvez-vous nous dire par rapport à votre retour d'expérience? Je peux dire qu'il y a deux volets. Premièrement, il y a un conseil qui peut être adressé directement aux utilisateurs. Il faut se méfier, il faut changer le mot de passe. Ce sont des bonnes pratiques quand même qu'il fallait apprendre pour utiliser les objets connectés. Je suis maintenant en train de réfléchir quand même à des applications Covid-19 et tout ça, qui nécessitent en fait de mettre toujours en marche le Bluetooth
alors qu'un conseil des des spécialistes en cybersécurité interdisent en fait, ou bien déconseillent d'utiliser en permanence le Bluetooth. Donc vous voyez, ça d'une part. D'autre part, ce qui peut être intéressant pour moi, c'est ce qu'on appelle la sécurité by design. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que le concepteur, il doit, dès le démarrage en fait, du projet de développement de n'importe quel objet connecté, il doit prendre en considération ce volet-là de cybersécurité. Et l'État doit veiller quand même à vérifier ceci, alors qu'on sait très très bien que l'aspect commercial est derrière la majorité en fait, des objets connectés qui sont maintenant sur le marché. Voilà. Un grand merci, professeur, de cette riche, cette mine d'or d'informations et de réflexion. Et je suis toujours dans cette approche qui dit apprendre, c'est pour comprendre. On est là pour apprendre et on va essayer de comprendre comment on peut vivre avec ces outils, avec ces objets, et pour faire face à des menaces qui sortent de nulle part via le numérique. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette webconférence avec Maître Corinne, DRH, qui est avocat au barreau de Paris depuis 1994. Il est aussi associé au cabinet d'avocats d'affaires à Lorient, dont il dirige le département droit des technologies et du numérique et droit de l'innovation et la propriété intellectuelle. Maître Corinne, DRH, intervient à des colloques. Il dirige aussi les travaux de réflexion et il contribue à de nombreux rapports. Et à partir de cette richesse d'expérience, il publie sans modération régulièrement des articles. Il dispense aussi des formations, notamment en matière de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Il intervient aussi dans le cadre des DUE au niveau des thématiques de la cybercriminalité et du management de la donnée à l'Université de Montpellier. Il est expert auprès du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne dans le cadre de la mission de lutte contre la cybercriminalité. Maître Corinne est également membre du comité éthique de la vidéoprotection de la ville de Paris. Bonsoir, Maître Corinne. J'aimerais bien nous éclaircir un petit peu par rapport à la loi RGPD et à partir maintenant, on est sur 2 ans de mise en place et peut-être plus de 2 ans par rapport à la sortie avant. On l'a testé, on a vu si pas mal d'entreprises l'ont adopté pour une phase de test et après. J'aimerais bien avoir votre retour d'expérience, votre retour aussi par rapport aux qui sont les phases et comment a été adoptée cette norme, si on peut dire le mot, peut-être la loi. C'est à vous de donner quel est le mot exact qu'on peut relier au RGPD avec, bien sûr, une explication de ces acronymes. Merci. À vous la parole, Maître Corinne. Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir adressé cette invitation que j'ai évidemment acceptée avec grand plaisir de la part du docteur Mohamed Chawki. Et je suis ravie aussi de pouvoir échanger avec vous tous pour, comme vous le disiez, encore mieux comprendre un phénomène complexe. Et j'ai particulièrement également apprécié l'intervention du professeur Youssef Ben Taleb qui nous a montré comment la cybercriminalité, avec les enjeux que porte la data, le big data actuellement, deviennent un enjeu carrément non plus de guerre économique, de rapport de force entre les grands de ce monde. Donc, vous pourrez dire qu'il y a les États-Unis d'un côté, les Chinois de l'autre, et puis les pauvres Européens, entre guillemets, qui essayent d'imposer des valeurs pour éviter que nous soyons tous des victimes de cyberattaques et trop dépendants de quelque force que ce soit étatique ou privée. Donc, merci encore pour la réactualisation parce qu'on est en train de vivre actuellement devant nous cette nouvelle forme de guerre et qui est pour une grande partie est encore invisible, mais dont on va très rapidement voir les impacts économiques. Donc, j'ai voulu traiter par le biais effectivement du RGPD pour faire le retour d'expérience de 2 ans d'application au sein de l'Europe du RGPD,
liées à la cybercriminalité pour partir du postulat en quoi le RGPD peut-il être effectivement un allié pour la lutte contre la cybercriminalité au sein de l'Union européenne. Donc là, je vais vous partager mon écran. Parce qu'effectivement, on peut dire soit d'un côté, le RGPD, protection des données à caractère personnel, permet de lutter contre les attaques, mais aussi d'un autre côté, et c'est ce qu'on va voir à la fin de ma présentation, ça peut être aussi un obstacle pour mener éventuellement des enquêtes et pour permettre aux autorités étatiques de trouver les coupables derrière les attaques de cybercriminalité. C'est aussi un des exemples dans le cadre de la précédente présentation qui permettait aussi d'illustrer cet état de fait. Donc, je vais rapidement passer sur ma présentation puisque je vous remercie. Vous avez bien pris en compte mes différentes interventions. Je suis aussi, en tant qu'avocat, évidemment, en charge parfois de dossiers qui concernent la cybercriminalité, de près ou de loin. Donc, je pourrais en parler, bien entendu, je suis soumise à la confidentialité. Donc, je ne peux pas dire tout ce que je sais, mais j'essaierai de vous en dire le maximum. Donc, comme on le sait, la cybercriminalité se joue des frontières, des cloisonnements territoriaux, les données personnelles cibles privilégiées des cybercriminels. On connaît maintenant la valeur de la data, puisqu'on dit maintenant que c'est le pétrole du 21e siècle. Et que face à cette valeur, nous avons évidemment de plus en plus de personnes qui sont désireuses de pouvoir atteindre les données personnelles qui sont sources de valeur en ayant des recours à des technologies en perpétuelle évolution, les rétrovirus, les chevaux de Troie, les logiciels malveillants, les ransomwares. Et tous les jours, nous avons des nouvelles technologies. Et comme vous l'avez effectivement, professeur Bentaleb, souligné au départ, le problème, c'est que le droit, la loi, est moins rapide que la technologie. Et comme on dit souvent en France, il faut avoir une législation qui soit aussi pérenne que nous l'avons eu dans le cadre de notre code civil ou code pénal, hein, qui date de l'ère napoléonienne, et qui pour autant, on n'avait pas l'obligation de modifier à chaque évolution technologique, sauf que maintenant, on se rend compte que l'évolution technologique va tellement rapidement que parfois, on se retrouve avec des textes qui n'étaient pas forcément adaptés à l'évolution des usages ou des technologies. Donc, la définition au sens de la Commission européenne a été donnée en 2007. Les infractions pénales commises à l'aide de réseaux de communication électronique et de systèmes d'information ou contre ces réseaux et systèmes entrent dans la catégorie de la cybercriminalité. C'est une notion polymorphe qui a aux conséquences dramatiques pour les particuliers et pour les entreprises. Parce que c'est vrai qu'on dit que ça a un grand impact au niveau des États. Donc, il y a la guerre économique des États, mais il y a aussi entre particuliers, des entreprises. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on peut renvoyer la responsabilité à l'État, mais on s'est rendu compte très vite qu'il fallait responsabiliser tout le monde. Et c'est vrai que les conseils que l'on indique sous la catégorie de hygiène informatique sont souvent des conseils que l'on adresse à tout à chacun, sensibilisant très tôt les enfants notamment. Et on sait qu'avec tout ce qu'on a dû faire à distance, avec le passage des examens à distance actuellement, ou de suivi de cours d'étudiants, voire même de jeunes enfants en primaire à se mettre à suivre des cours en webinar via Teams ou Zoom, ça pose effectivement des problèmes. Et on a vu aussi à l'occasion de cette période de Covid-19 qu'on a eu une recrudescence des actes frauduleux informatiques. On a eu des attaques de rançongiciel des systèmes de vie de Marseille, notamment en France, métropole ex-Marseille. Également s'agissant d'attaques visant les établissements hospitaliers, publics ou privés, puisque par définition, les hôpitaux ou les laboratoires aussi d'analyse ont des données médicales sensibles et qui sont convoitées, puisque quand c'est vendu sur le marché de la data, nous avons d'un côté les données bancaires, de cartes bancaires qui sont à grande valeur ajoutée, mais on a aussi les données de santé qui sont très, très
importantes pour un cyberattaquant qui voudrait monnayer les données. Donc, je suis d'accord, le risque zéro n'existe pas et on a coutume de dire aussi que ce n'est pas la question si on va être attaqué qu'il faut se poser, mais en réalité quand. Et quand on dit qu'en France, que 9 entreprises sur 10 ont été touchées par des attaques ou des tentatives d'attaque pour un coût de moyen de 1,3 million, c'est récent en fait ce phénomène dans le sens où avant on parlait du chiffre noir, puisque souvent les entreprises quand elles étaient attaquées, d'abord elles ne s'en rendaient même pas compte, elles ne le voyaient pas, elles ne pouvaient pas le constater, et même si elles le constataient, elles avaient toujours des réticences à déposer plainte, même si les avocats on leur disait mais si il faut le faire, parce que il y avait un moment donné, s'il y avait un procès, ça pouvait être publié bien entendu dans les journaux, et donc ce qu'on appelle une atteinte à l'irréputation, c'est-à-dire on pointait du doigt le fait que l'entreprise n'avait pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger les données qu'elle disposait, que ce soit à l'égard de leurs salariés ou de leurs clients. Donc, ça posait un problème. Donc, mais là, il y a une évolution des mentalités qui fait qu'il y a une prise de conscience au fait que c'est un phénomène majeur qui est en croissance. Je ne vais pas rappeler les chiffres qui ont été donnés, mais quand on voit effectivement 600 milliards, c'est extrêmement important. Moi, ça représente 0,8% du PIB mondial pour s'en rendre compte. Et là, il faut qu'il y ait une prise de conscience globale. Donc, le lourd bilan de la cybercriminalité, je le passerai rapidement puisqu'on en a parlé. Donc, brève chronologie de l'adoption du RGPD. Le RGPD, dans la boîte à outils des outils législatifs européens, a été présenté comme un outil, un moyen pour compléter l'arsenal que nous avons de lutte contre la cybercriminalité. Donc, le RGPD, dans le considérant, c'est très clair, est vraiment présenté et vu comme étant un outil, un allié de la lutte contre la cybercriminalité. Le 27 avril 2016, après une genèse un petit peu longue, nous avons le paquet européen de protection de données à caractère personnel qui est adopté. Vous avez le règlement, le RGPD, et on a aussi une directive dont on parle moins, mais qui est aussi intéressante pour la lutte contre la cybercriminalité, qui est la directive police-justice et qui concerne tout ce qui est fichiers et traitements, des contraventions, des sanctions pour lutter pour la prévention, etc., pour lutter contre la criminalité de manière générale. Et donc, ce règlement est entré en vigueur le 27 avril 2016, mais il y avait une entrée en application 2 ans après, le 25 mai 2018, donc qui est entré en application au sein de l'Union européenne, donc jusqu'au départ de la Grande-Bretagne avec le Brexit, c'était 28 pays de l'Union européenne qui étaient harmonisés via le RGPD. Le souci, c'est qu'au même moment, aurait dû entrer en application le projet de règlement e-privacy, qui est toujours en discussion actuellement. Donc, vous voyez un peu, nous sommes en 2020, dont on annonce certainement l'entrée en application maintenant peut-être fin 2020 ou 2021, qui avait pour but, dans le cadre de ce RGPD, qui est un règlement général, de plus viser ce qu'on appelle les cookies et autres traceurs dans le domaine des communications électroniques. Et là, pour le moment, je ne parlerai que du RGPD. Donc, vous avez récemment la Commission européenne qui a publié un rapport le 24 juin 2020 qui fait apparaître que le RGPD a atteint la plupart de ses objectifs au sein de l'Union européenne. Donc là, je vais vous présenter tout au long d'un fil rouge qui est de répondre à la question dans quelle mesure le RGPD s'est-il imposé comme un outil efficace dans la prévention et la lutte contre la cybercriminalité au sein de l'Union européenne, mon argumentation selon 2 rubriques. Donc, premier point de mon argumentation, c'est le RGPD a un champ d'application et des principes essentiels en adéquation avec une lutte contre un phénomène transfrontière, à la fois s'agissant de son champ d'application qui est large, et on verra qu'il y a des points communs avec le CAD Act, c'est-à-dire on a de plus en plus maintenant des textes qui ont des effets ou une portée extraterritoriale, donc c'est intéressant. Et on va revenir, mais très rapidement, sur les principes essentiels du RGPD. Et dans une deuxième partie, on regardera plus le RGPD comme un outil efficace de lutte contre la cybercriminalité, à la fois parce qu'il renforce les garanties du responsable de traitement et du sous-traitant, et on regardera également les apports du RGPD dans les procédures d'enquête transfrontière.
Donc, première partie, le RGPD a un champ d'application large et des principes essentiels qui sont en adéquation, en tout cas qui répondent bien aux besoins de lutte pour avoir une lutte efficace contre la cybercriminalité. Tout d'abord, un champ d'application matériel. Qui dit traitement de données personnelles vise au sens du RGPD aussi bien les traitements automatisés, donc au niveau informatique, électronique, mais aussi les fichiers papier. Donc, s'agissant de la lutte contre la cybercriminalité, on va plutôt s'intéresser évidemment à tout ce qui est fichiers électroniques automatisés. Et tout ce qui est donc contenu ou appelé à figurer dans un fichier. Ça veut dire que nous avons une définition extrêmement large et le RGPD englobe donc aussi bien l'adresse IP, les renseignements de localisation, tout ce qui est géolocalisation, les identifiants en ligne, c'est aussi la voix, l'image bien entendu. Ça peut être aussi des comportements sur un clavier d'ordinateur. Voilà, tout ça, ce sont des données à caractère personnel et à caractère personnel dès lors que ça peut permettre d'identifier directement ou indirectement de remonter à une personne physique, ce qui permet donc du coup d'englober énormément d'informations qui circulent sur Internet. S'agissant du champ d'application territorial, ce qui est intéressant avec ces nouvelles dispositions, c'est que ça s'applique aussi bien au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement, d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant qui est situé sur le territoire de l'Union européenne, donc ça ne pose pas de problème. Mais c'est susceptible également de s'appliquer à des traitements des données qui sont relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union européenne lorsque les activités sont liées à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union européenne ou au suivi du comportement de ces personnes s'il y a lieu au sein de l'Union européenne. Donc, vous voyez du coup que tous les ressortissants européens, les personnes qui ont la protection du RGPD, même si le responsable de traitement est localisé en dehors de l'Union européenne. Il devra se conformer au RGPD. Et troisième critère d'application du RGPD, c'est quand le traitement des données à caractère personnel est effectué par un responsable de traitement qui n'est certes pas établi dans l'Union européenne, mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit international public. Donc, avec tous ces critères, nous aboutissons à un champ d'application très large qui est donc adapté à la cybercriminalité, puisqu'on a vu d'entrée de jeu que c'est un phénomène global qui est transfrontière et qui se dépasse largement les frontières. Principe essentiel du RGPD. La question que s'est posée le législateur européen, et pour mémoire, la France est historiquement le premier pays qui a légiféré en matière de protection des données à caractère personnel. À une époque, évidemment, il n'y avait pas encore Internet, puisque la loi historique, c'est la loi du 6 janvier 1978. Et à l'époque, c'était pour protéger les Français, les citoyens français, à l'égard des fichiers étatiques. Voilà. Mais maintenant, on voit bien qu'on peut se protéger des États, mais aussi on doit se protéger de sociétés ou d'individus qui seraient motivés par des intentions malveillantes, voire carrément criminelles. Et donc, la question, c'est de se dire que quand on collecte des données, c'est à quelle finalité et est-ce que toutes les données sont nécessaires pour répondre à cette finalité. C'est-à-dire qu'on se rend compte que souvent, les entreprises peuvent collecter, par exemple, des dates de naissance, mais en réalité, est-ce qu'elles ont besoin de la date de naissance simplement pour vous adresser à un abonnement à un journal? On pourrait se poser la question en toute transparence. Et donc, ça permet aux entreprises, dans le cadre du RGPD, de faire le tri des données qui sont nécessaires d'être collectées par rapport à celles qui ne le sont pas. Et si ça ne l'est pas, effectivement, on ne les collecte pas, on ne les sauvegarde pas et on les supprime et voilà, on ne rentre même pas dans nos fichiers. Donc, il faut limiter les finalités, il faut minimiser les données selon le principe que je vous ai rappelé. Il faut que les données soient exactes, il faut limiter la conservation de la donnée. C'est-à-dire qu'il faut que la durée de conservation de la donnée soit proportionnelle et en corrélation avec la finalité poursuivie. Et encore une fois, plus on collecte des données, plus on les conserve longtemps, s'agissant des entreprises, plus évidemment on expose les tiers dont on a collecté les données à avoir leurs données hackées par des cybercriminels.
Et dernier point, il faut s'assurer de l'intégrité et de la confidentialité de la donnée, c'est-à-dire il faut s'assurer qu'on a pris toutes les mesures en matière de cybersécurité pour que ces données, là où elles sont hébergées, ne puissent pas être effectivement hackées par un cybercriminel. Donc, vous voyez que ces principes essentiels sont un atout pour la cybersécurité, donc notamment pour la lutte contre la cybercriminalité. Et pour ce faire et pour s'assurer que les entreprises mettent en place ce dispositif de RGPD, évidemment, il y a eu des sanctions dissuasives qui ont été appliquées. Leur montant, puisque je vous rappelle que ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros, donc c'est très important. Et puisque on a aussi un critère de pourcentage du chiffre d'affaires, ça peut aller de 2 jusqu'à 4% du chiffre d'affaires monde selon le type des violations. Donc, c'est si bien que nous avons eu déjà un certain nombre de condamnations sur ces critères-là, notamment à l'égard de grands acteurs comme les GAFA, qui n'avaient pas pris les dispositions qu'ils auraient dû prendre en matière de cybersécurité. Donc, renforcement des garanties du responsable du traitement et du sous-traitance. Pourquoi ? On a parlé du changement de paradigme dans le sens où avant, il suffisait de faire une déclaration de traitement et de fichiers de données et la CNIL éventuellement, donc la CNIL qui est, je vous rappelle, l'autorité compétente en la matière en France pour faire en sorte que le RGPD soit bien appliqué par chacun des acteurs. Et avant, c'était un système déclaratif et c'était à la CNIL d'aller regarder s'il n'y avait pas de problème. Maintenant, on a responsabilisé les acteurs. C'est-à-dire on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Il fallait que tout le monde ait conscience que les données, c'était précieux et qu'il fallait faire en sorte que celles-ci soient protégées, d'autant plus quand on collectait et qu'on conservait des données qui étaient des données de personnes tierces. Parfois même, on les collectait sans leur avis, d'où tout le mécanisme de recueil du consentement, etc. Et donc, l'obligation c'est ce qu'on appelle l'accountability, c'est-à-dire le fait de se dire que quand je collecte une donnée, quand je mets en place un fichier, je dois répondre à certaines questions et documenter le fait que j'ai répondu à toutes ces questions, c'est-à-dire de savoir est-ce que les données sont strictement nécessaires à la finalité que je poursuis, quelle est la durée qui est légitime et qui est en adéquation et en proportionnalité avec la finalité que j'ai déclarée. Donc, tout ça doit être ce qu'on appelle documenté et ce qu'on appelle le DPO doit recueillir ça dans un registre. Comme ça, quand il y a un contrôle de la CNIL, la CNIL peut tout de suite regarder là où il y a des failles et là où il n'y a pas de dispositions qui ont été prises en conformité avec le RGPD. Et dans le cadre du RGPD, il y a une obligation générale de sécurité qui a été imposée. Et donc, parmi ces obligations générales de sécurité, nous avons des outils à notre disposition tels que l'anonymisation. L'anonymisation dans le cadre du big data avec de nouvelles technologies comme les machine learning. On se rend compte que l'anonymisation, c'est de plus en plus difficile de la garantir. Et il y a récemment, le G29 a pris une disposition en disant qu'elle alertait tous les acteurs de veiller à vérifier régulièrement que l'anonymisation, les conditions de l'anonymisation étaient réunies, parce que vous pouvez tout penser en toute, en toute naïveté que l'anonymisation était préservée, mais en réalité, des personnes qui utilisaient encore une fois des nouvelles technologies mettaient à mal cette anonymisation et qu'en réalité, on pouvait très facilement remonter à la personne qui était derrière. Donc, il y a aussi les techniques de pseudonymisation et les techniques de chiffrement qui sont des techniques utilisées pour éviter qu'un tiers puisse, puisque c'est de l'encodage, puisse hacker les données. Et notamment, il y a des acteurs comme WhatsApp qui utilisent ce genre de mesures de sécurité pour éviter le hacking. Et il y a effectivement le principe que vous avez également rappelé, monsieur le professeur, de privacy by design et de security by default aussi, c'est-à-dire que tout nouveau outil qui est mis en place par une société, notamment quand vous développez des applications, des logiciels, quand vous mettez en place des nouveaux objets connectés, que ce soit une montre connectée, que ce soit un pèse-personne connecté, une vidéo
une caméra de surveillance ou de vidéoprotection, comme on l'appelle aussi en France, en fonction des circonstances, tout ça, il faut veiller qu'il y ait des systèmes qui dès en amont et pas après, ce n'est pas une brique de technologie qu'on va mettre après, c'est en amont, les développeurs et les concepteurs de ces nouveaux produits technologiques doivent prendre en compte cette sécurité qui est essentielle à la lutte contre la cybercriminalité. Donc, le registre, j'en ai parlé rapidement. Il y a aussi cette obligation où, dès qu'un acteur est victime d'une faille ou d'une violation de son traitement, elle doit le notifier à la CNIL, donc dans un délai très court de 72 heures. Et dans ce délai-là, en général, on le fait très rapidement dans les 24 heures. Mais souvent, on se rend compte, alors là, c'est un retour d'expérience, qu'on n'a pas toutes les données, toutes les informations pour savoir d'où vient l'attaque, quelle est son amplitude, parce qu'au départ, on craint évidemment, on regarde tout de suite si ce sont les données sensibles qui ont été impactées, notamment typiquement des données de santé, des données type des données carte bancaire. Mais bon, le conseil, c'est tout de suite notifier à la CNIL. On n'attend pas d'avoir toutes les informations pour le faire parce que dans les 72 heures, on n'a pas toutes les informations. Et là, on fait en fait une étude d'impact. On se dit, voilà, est-ce que potentiellement, nous avons beaucoup de personnes qui ont été impactées par cette attaque. Si les données sont de nature telle que ça veut dire que c'est un impact de nature très, très sensible. Et là, se pose la question aussi de carrément devoir, dans les meilleurs délais, également en informer les personnes concernées, donc des personnes dont les données ont été hackées, pour qu'elles puissent prendre des dispositions du style bloquer sa carte bancaire, etc., auprès de la banque. Et là, là, vous voyez qu'il faut utiliser les moyens les plus efficaces pour éventuellement informer les personnes. Donc, en général, ça peut être via soit un mailing, si on a évidemment les emails tout de suite pour informer, soit si c'est vraiment de très grande ampleur, on pourrait tout à fait considérer qu'un des moyens, ce serait un message à la radio, comme on voit par exemple dans le domaine des accidents sur par exemple des pièces détériorées dont on a constaté la dangerosité pour des voitures, par exemple, où on fait des rappels carrément de voitures. Voilà, on pourrait imaginer une communication de grande ampleur de ce point de vue-là. Et donc, on s'est rendu compte quand même qu'il y a eu beaucoup d'amendes qui ont été prononcées pendant ces 2 dernières années, donc d'application du RGPD, concernaient énormément les mesures de sécurité qui n'avaient pas été mises en place de manière correcte. Et on a eu, par exemple, une condamnation de Uber qui n'avait pas mis les mesures nécessaires en place pour protéger ses salariés. Et de mémoire, Uber avait été sanctionné à hauteur de 400 000 €, donc on commence à avoir des sanctions hyper importantes. Vous avez en décembre 2019, vous avez une société allemande dans le télécom qui a été condamnée, elle, à 9,55 millions d'euros pour défaut de respect de l'obligation de sécurité. Et encore récemment, British Airways, donc ça c'est le Royaume-Uni, 216 millions d'euros à l'égard de British Airways, puisqu'il a été constaté qu'ils avaient mis en place un mauvais dispositif de sécurité qui a conduit à des vols de données personnelles d'un demi-million de clients dans une attaque informatique qui a été révélée en septembre 2018. Donc, vous voyez là, en gros, on ne rigole pas. Et malheureusement, c'est en tapant très, très fort financièrement, comme on dit, dans le porte-monnaie des acteurs économiques que ceux-ci ont pris la mesure de l'importance de se mettre en conformité. Donc, les axes d'action de la CNIL en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, de lutte contre la cybercriminalité, c'est poursuivre la sensibilisation du public, changement des mots de passe, évidemment avec le nombre de caractères suffisant. Et évidemment, il ne s'agit pas de mettre simplement son nom et sa date de naissance ou ses initiales. Accentuer l'accompagnement des entreprises et des collectivités, accroître la visibilité et la lisibilité de la politique répressive et renforcer les liens de l'écosystème. Donc, on se rend compte que dans ce cadre-là, les apports du RGPD dans les procédures d'enquête transfrontières sont très, très précieux. Mais d'un autre côté, l'efficacité des mécanismes d'entraide judiciaire sont encadrés puisque, bien entendu, on ne va pas livrer, éventuellement, on ne va pas coopérer avec des États qui ne présenteraient pas une protection des données à caractère personnel qui est en adéquation avec le standard
européen au travers du RGPD. Donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour que chacun des États offre les garanties nécessaires pour qu'un État européen n'ait pas de crainte de coopérer à l'extérieur de l'Union européenne. Bien entendu, il y a des dérogations dans les situations particulières, quand il y a des motifs d'intérêt public ou aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable de traitement. Effectivement, dans ce cas-là, il faut aller vite. Le principe est dérogé. Encore une fois, dans le rapport du 24 juin 2020, la Commission européenne considère que son engagement en faveur du transfert des données sans entrave a produit d'importants résultats. C'est-à-dire que vous avez bien noté que s'agissant de motifs d'intérêt public aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable de traitement, on voit bien que dedans tombe la lutte contre la cybercriminalité. Donc, il faut coopérer de manière raisonnable pour la protection des données, mais il faut quand même ne pas bloquer de manière inconsidérée. Et la Commission européenne et le CEPD, qui est l'organe maintenant qui a pris la suite du G29 pour réguler la doctrine et les décisions qui sont prises par chacune des autorités, va mettre maintenant sa priorité sur l'utilisation de certains outils comme des clauses contractuelles types, des certifications et des codes de conduite, et s'assurer de rendre un rapport sur les décisions d'adéquation existantes pour s'assurer que dans le cadre du RGPD, les différentes autorités locales, donc la CNIL et ses homologues, vont bien dans la même direction pour s'assurer qu'il n'y ait pas des divergences. Et parce que le RGPD, c'est une chose, mais vous avez l'application et chaque pays a son histoire et on peut avoir parfois des divergences. Et à ce sujet, j'attire votre attention sur une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui est attendue le 16 juillet 2020. Donc, je ne peux évidemment pas vous en parler maintenant puisqu'elle n'a pas été rendue, qui sera très intéressante sur justement ces questions d'adéquation existante, c'est-à-dire l'Union européenne par rapport à tel et tel pays. Est-ce qu'on peut communiquer et coopérer sans risque? Donc, il y a une coopération internationale qui s'est instaurée. Donc, l'article 50 du RGPD en parle. C'est Europol, Eurojust, Interpol. Vous avez des groupes d'experts en cybercriminalité qui travaillent activement. Et avec l'instauration du mécanisme d'autorité de contrôle, le chef de file, vous avez toujours une autorité de contrôle guichet unique qui est la référence quand vous avez des traitements et des fichiers qui peuvent impacter plusieurs territoires au sein de l'Union européenne. Ça permet là aussi de répondre à la particularité de la cybercriminalité, puisque là, on va coopérer au-delà des frontières de manière renforcée. Donc, on voit qu'il y a un renforcement de la coopération au niveau européen et international, mais on a aussi les limites à cette coopération, puisque le RGPD, même si, comme on l'a vu, mais très rapidement, il peut contribuer largement à la lutte contre la cybercriminalité en instaurant des obligations en matière de cybersécurité et de mesures de sécurité. Et ben il y a aussi en fait l'aspect, on va dire, l'aspect négatif qui est que WHOIS, que vous connaissez aussi, qui est le répertoire notamment de ceux qui réservent des noms de domaine, et ben maintenant ils ont l'obligation, en raison de l'application du RGPD, à anonymiser le nom des personnes qui ont réservé le nom de domaine. Ce qui est donc un problème, déjà pour des individus, personnes physiques qui veulent savoir qui est derrière cette réservation de nom de domaine, mais aussi dans les cadres des enquêtes. Et ça a été pointé encore dans un article de doctrine qui est paru récemment, je crois en mai 2020, par le professeur Adel Jomny, qui est professeur à l'invitation duquel j'interviens dans le DU de cybercriminalité et de management de la donnée à Montpellier, et qui a pointé du doigt où là on a des effets pervers d'une protection des données à caractère personnel qui va parfois peut-être aller à l'encontre des intérêts légitimes d'une enquête rondement menée par le service police. Donc, encore une fois, le RGPD est un outil souple à l'appui de l'élaboration de solutions numériques dans le contexte de la crise de Covid-19 qui a permis donc de développer une culture du respect de la réglementation dans les entreprises. Maintenant,
On a une statistique qui dit qu'il y a plus de 69% de la population de l'Union européenne âgée de plus de 16 ans qui connaissent l'existence du RGPD. Et ils sont 71% à avoir entendu parler de leur autorité nationale chargée de la protection des données. Donc, ça permet de dire que le premier objectif qui était de sensibiliser les personnes a été rempli. Après, maintenant, il faut que ça soit suivi des faits, c'est-à-dire qu'ils en ont entendu parler, mais est-ce qu'à tout niveau, c'est-à-dire quand, par exemple, le Bluetooth, et je vous remercie, M. le professeur, d'avoir parlé de l'application Stoppery, parce que moi-même, j'ai fait un article sur mon site pour dénoncer effectivement, d'abord, si de deux choses l'une, soit c'était très efficace et on savait que c'était un outil qui permettait vraiment de lutter efficacement contre la pandémie, et dans ce cas-là, pourquoi utiliser le consentement? Parce que là, dans ce cas-là, on aurait eu une autre base légale pour mettre en place le traitement. Et puis surtout, c'est l'utilisation de la technologie. On nous dit, mais non, il n'y a pas de problème, mais en même temps, on nous dit, non, Bluetooth, ça veut dire que ça suppose que vous l'ayez activé tout le temps. Et quand on voit le nombre de personnes qui l'ont en réalité activé, il y en a très peu qui l'ont fait. Et même parmi les très peu, il y en a beaucoup qui ont désactivé parce que vu le retour dans l'effectivité de la mesure, on se rend compte que là aussi, dans la balance qu'on doit faire en disant on accepte éventuellement de mettre en jeu notre vie privée et la protection de nos données à caractère personnel, mais encore faut-il qu'en face, il y ait une contrepartie qui serait éventuellement une lutte efficace contre une pandémie. Et là se posent toujours les questions de comment concilier différents principes qui peuvent être contradictoires, à la fois pour rester en vie, est-ce que je suis prêt à renoncer à mes libertés individuelles et à la protection de ma vie privée. Donc ça, c'est des sujets, on va dire, quasiment philosophiques auxquels je serais bien en peine de répondre. Ceci dit, pour terminer, je dirais que ce qui est important en France et ce qui s'est passé récemment, parce que là, je vais vous parler d'une décision du Conseil d'État du 19 juin 2020, c'est le fait que la CNIL a dû reculer récemment, puisque la CNIL avait mis en place des lignes directrices pour justement pallier l'absence encore d'adoption du règlement e-privacy sur les cookies et les traceurs. Et à cette occasion-là, on a considéré, nous, parce que comme je suis membre du GEST et je fais partie du comité, la commission enjeux réglementaires, j'ai contribué à la réflexion pour mener cette action devant le Conseil d'État au travers des différentes associations professionnelles, dont le GEST. On n'a pas gagné sur tous les plans, mais on a gagné sur ce plan-là, puisque la CNIL avait considéré de facto que les cookie walls étaient par nature, devaient être interdits. Alors, les cookie walls, pour mémoire, c'était la possibilité pour les éditeurs de presse en ligne de dire, dès lors que la personne ne donne pas son consentement à ce que des cookies soient collectés quand on consulte les sites de presse en ligne, dans ce cas-là, il fallait donner autorisation au site de ne pas livrer le service qui était gratuit de consulter les médias et de consulter des articles de presse, etc. Et la CNIL avait dit non, vous ne pouvez pas le faire. Même s'ils refusent les cookies, vous devez donner accès au service. Et là, le Conseil d'État a bien dit qu'il ne fallait pas surinterpréter le texte, il fallait laisser aux médias la liberté de choisir leur business model sans que cela soit au détriment de la protection des données à caractère personnel. Donc, on voit la balance que fait le Conseil d'État, et comme on l'a fait aussi précédemment, entre, d'accord, il faut protéger les données, il ne faut pas non plus que ça aille à l'encontre d'autres principes qui sont peut-être aussi importants, voire plus importants. Et on revient en conclusion toujours à savoir en disant, oui, on veut bien être sécurisé, on veut bien pouvoir avoir une lutte efficiente et efficace contre la cybercriminalité, mais ça ne doit pas être aux dépens de notre vie privée. Donc, même les autorités étatiques, police, etc., ne doivent pas pour autant dire parce qu'on va vous protéger, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec les données. Donc, c'est ce qu'il faut que l'on retienne de la situation que l'on a actuellement s'agissant du RGPD.
Mais les deux années ont été fructueuses, mais ce n'est que le début parce que je vous dis, le projet de règlement e-privacy, ça va être encore plus sensible. Je vous remercie. Un grand merci, Maître Corinne TRH, pour cette analyse, ce retour d'expérience perçu de 2 ans après la mise en place de RGPD. Et franchement, sincèrement, si j'ai préparé des questions, et fort heureusement, j'ai toutes les réponses qui sont apparues avec plus d'explications. Mais je prends une petite question qui apparaît un petit peu banale par rapport à, étant que vous avez dit tout à l'heure que le RGPD est un allié. Un allié, moi je dis par excellence pour lutter contre les attaques. Et un allié pour les personnes, les citoyens. La question est en tant qu'expert juridique avec cette approche réglementaire, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, est-ce que ce dossier qui vient pour être défendu devant les tribunaux, ça rentre dans le cadre cybersécurité ou cybercriminalité? Techniquement, on peut faire la différence entre ces deux mondes, entre la cybersécurité et la cybercriminalité. Mais juridiquement, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu sur deux aspects? Quand est-ce qu'un champ part d'un autre et par rapport au jargon juridique? Tout à fait. La cybersécurité, ce sont des mesures de prévention. Donc, la cybersécurité, c'est tout l'arsenal d'outils organisationnels, des outils technologiques, des outils juridiques dans le sens où on fait des chartes informatiques au sein des entreprises. Bon, il y a des clauses dans les contrats de travail, il y a des clauses que l'on échange dans les contrats avec les sous-traitants, etc. C'est tout ce qu'on met en amont comme disposition en place pour éviter, ou plus exactement, puisqu'on voit bien que le risque zéro n'existe pas, ou au moins pour faire en sorte que s'il y a une attaque, l'impact sera cantonné à, à des données les moins sensibles possibles. C'est pour ça que dans les mesures de cybersécurité, on peut éventuellement conseiller de ne pas héberger sur le même serveur, au même endroit, toutes les données. On peut, par exemple, utiliser le cloud pour certaines choses qui sont moins à risque. Voilà, donc c'est ça, c'est tout ce qui est en amont. Et la cybercriminalité, malheureusement, on n'est plus dans la prévention, on est dans la lutte. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. La cybercriminalité, en fait, ne va pas sans la prévention. Et ce qu'on dit souvent, c'est que la cybercriminalité, pour lutter contre, il y a plusieurs réponses à y apporter. Il y a en amont, il y a pendant et après. Et après, notamment nous, les avocats, on est très vigilants à la manière dont on doit communiquer quand nos clients sont impactés, sont attaqués. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, il y a l'e-réputation et il y a eu des entreprises qui devaient être vendues ou qui carrément ont déposé le bilan parce que dans la presse est sorti le fait qu'elles avaient été victimes d'attaques et qu'on a tout de suite mis en doute le fait qu'elles avaient pris les mesures nécessaires. Donc, en fait, il faut avoir une réponse globale, cybersécurité en amont. Et si on a mis en place tous les outils en amont, on évite, on limite l'impact de l'attaque. Je reprends une question d'un cher auditeur, Jonathan Gervais, qui pose la question: y a-t-il des mesures légales pour obliger les GAFAM et les Vitex à aider les États dans la lutte contre la cybercriminalité? Dans cette coopération partenariat, certainement, il y avait une certaine réticence par rapport aux GAFAM lorsqu'ils ont vu le RGPD venu s'imposer dans la réglementation de leur mode de fonctionnement. Comment ça a été perçu par rapport à ces géants du net? En fait, d'un côté, on voit bien que les GAFAM, parce que la genèse notamment du Cloud Act, vous savez, c'était un bras de fer entre Microsoft et le FBI à l'époque, puisque ils voulaient avoir accès à des données. Il y avait Microsoft qui devait donner les clés pour avoir accès à ces données. Et Microsoft n'a pas voulu. Et ils ont dit, on ne le fait pas parce que nous, on est en Irlande, là où l'autorité, où les données étaient collectées.
Donc, c'est soumis au RGPD, donc on ne peut pas. Donc, c'est comme ça que comment dire, le contentieux s'est noué. Et ça a été porté devant la Cour suprême qui n'a pas eu à se prononcer puisque on a eu ce qu'on appelle un chevalier législatif, puisque dans une loi américaine, je crois, il y avait surtout des dispositions d'ordre fiscal, tout d'un coup, le gouvernement américain a mis ce qu'on appelle maintenant le Cloud Act. Et en fait, c'est là où on voit d'un côté les GAFAM communiquent en disant, vous voyez ce que je suis capable de faire, je protège les données de mes clients quand les autorités américaines, mais ça pourrait être d'autres autorités, me demandent de les divulguer. Mais en même temps, eux-mêmes, on sait bien ce qui se passe avec Facebook, on sait bien ce qui se passe Facebook, il y a aussi Instagram. Vous voyez, ils ont tellement de données eux-mêmes, et d'ailleurs, c'était aussi dans les présentations chiffrées qui étaient hyper importantes. On voit bien qu'en fait, les GAFAM, si on additionne d'abord toutes les données qu'ils ont et toute la valorisation, ils deviennent, c'est un problème au niveau démocratique, et ça a posé un problème pour les élections américaines. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, notamment, vous avez un de ces dirigeants qui veut aller à la course des présidentielles américaines. C'est-à-dire là, ça ne sera plus pour éventuellement, via Twitter, etc., éventuellement privilégier ou favoriser un candidat par rapport à un autre, comme on a vu, et d'ailleurs même, il y a eu même une forme de repentir de la part du dirigeant de Facebook à l'époque en disant là, je me rends compte que bon, j'ai peut-être fait en sorte que Trump soit élu. Donc c'est ça, en fait, c'est là on est en train de la cybercriminalité, mais je pense aussi qu'il y a même un sujet de faire en sorte de veiller à ce que nos principes démocratiques soient préservés. Et donc on voit bien que les GAFAM jouent double jeu en réalité. C'est-à-dire ils veulent communiquer sur le fait qu'ils peuvent éventuellement s'opposer à des demandes de l'État, mais en même temps, eux-mêmes, est-ce qu'ils font vraiment tout ce qu'il faut pour protéger les données? Okay. Ben, merci, Maître Corinne, pour cette analyse, cette richesse aussi. Je reprends toujours le slogan « Apprendre pour comprendre ». C'est toujours le cas. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cette webconférence avec notre cher docteur Mohamed Chawki. Mohamed Chawki, c'est le président fondateur de l'Association internationale de lutte contre la cybercriminalité, dont le siège est basé à Paris. Il est docteur en droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Université Lyon 3. Sa thèse a été soutenue en 2006 sur la lutte contre la cybercriminalité en Europe et aux États-Unis. Cela a été suivi par 3 ans de recherche postdoctorale à l'ISPEC d'Aix-Marseille Université. Dr Mohamed Chawki a travaillé en tant que conseiller juridique auprès du ministère égyptien de protection militaire, de l'autorité des marchés financiers, de l'autorité du contrôle des marchés et du ministère de la Culture. Il est l'auteur de 6 ouvrages, en particulier en français, sur la cybercriminalité, une trentaine d'articles. Une riche encyclopédie avec Dr Mohamed Chawki. Il est aussi enseignant. Il enseigne le droit en Égypte dans des universités publiques et privées. Et chercheur invité en Afrique du Sud, en Australie, en Autriche, au Brésil, aux États-Unis, en France, en Inde, en Malaisie, et en particulier au Maroc. Cette belle carrière, tant académique et professionnelle, a fait l'objet de titres de reconnaissance d'un travail acharné. Je cite la médaille d'excellence du président d'Égypte en 1998, le prix international Claire au Canada en 2006 et la médaille du mérite du gouvernement brésilien en 2009. Docteur Chawki, je vous souhaite la bienvenue. À vous la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis le dernier intervenant. Je dispose de 25 minutes. Et comme c'est affiché, je vais faire une intervention sur la lutte contre la cybercriminalité en Égypte et je vais expliquer en détail les législations en vigueur adoptées par l'Égypte en cette matière.
Ça ne change pas. Donc, je commence mon intervention par une notion de base, la sécurité informatique. En général, la sécurité informatique vise normalement 3 principaux objectifs. Tout d'abord, la confidentialité des informations, c'est-à-dire seulement les personnes autorisées peuvent accéder aux informations et ainsi on lutte contre le piratage informatique ou le hacking. Ensuite, la disponibilité des informations 24 heures sur 24, c'est-à-dire on trouve les données et les informations disponibles selon notre besoin tout le temps. Finalement, la protection de l'intégrité des informations, c'est-à-dire personne ne peut manipuler ou modifier les données que nous avons enregistrées. On a parlé de risque informatique. Le risque informatique, comme vous le savez, est la possibilité pour un délinquant de trouver des vulnérabilités dans les ordinateurs ou les réseaux et de causer un impact. L'impact peut englober l'intégration de données sans autorisation, la modification des données, l'espionnage informatique, l'intégrité dans l'eau, etc., etc. Donc, on gère dans l'éthique et la cybercriminalité. En sécurité informatique, nous avons une règle très importante. On n'a pas un système informatique qui est sécurisé à 100%. C'est une règle très importante. Je vous donne un exemple. Il y a des enfants, il y a des gamins qui ont réussi à accéder à la base de données du Pentagone, ministère de la Défense américain, très facilement. Dans cette optique, la règle, gérer le risque est le mieux que l'on puisse faire, car le risque nous coûte de l'argent et l'absence des moyens de sécurité nous coûte plus de l'argent. Pour mon intervention, il nous faut une définition pratique de la cybercriminalité. Il existe pas mal de définitions en Europe, aux États-Unis, en Afrique concernant cette menace. Des fois, on remplace le terme cybercriminalité par la criminalité informatique, la criminalité des nouvelles technologies, les infractions informatiques, les infractions commises dans le cyberespace, et celle-là pour se référer à la cybercriminalité. Selon la définition offerte par les Nations Unies, le système informatique peut être objet, support ou outil d'une infraction informatique. Tout d'abord, un système informatique objet d'une infraction informatique, comme les réseaux zombies, comme l'accès illicite à un compte Facebook et la modification des données informatiques sans autorisation, l'envoi des virus informatiques contre un ordinateur ou un réseau. Ensuite, outil d'une infraction informatique comme l'usage d'un portable, par exemple, ou un réseau dans le piratage informatique comme le vol d'identité, le blanchiment d'argent, etc., etc. Ici, le réseau a été utilisé comme moyen dans l'infraction. Ensuite, nous avons support de l'infraction, comme l'enregistrement des informations concernant une infraction sur le disque dur d'un ordinateur par les trafiquants de la drogue, par exemple. L'épidémie digitale silencieuse, basée sur une condition d'anonymat, la cybercriminalité est devenue actuellement l'une des formes d'exploitation économique les plus profitables avec un minimum de risque. Les secteurs, selon les statistiques, les secteurs les plus ciblés sont les services financiers et commerciaux en ligne, les réseaux sociaux
qui sont sources essentielles pour le vol d'argent et d'informations financières ou confidentielles. Maintenant, on voit ensemble le taux de pénétration d'Internet en Égypte. En 2009, nous avions 20% de peuple égyptien utilisait l'Internet. En 2013, le nombre a été augmenté à 40% de peuple égyptien, c'est-à-dire 40 millions d'internautes. En 2018, le nombre a été augmenté à 51 de peuple, c'est-à-dire 51 millions d'internautes. En 2019, le nombre a été augmenté à 53 de peuple, c'est-à-dire 53 millions d'internautes. Voici maintenant quelques chiffres sur l'utilisation des nouvelles technologies en Égypte. En janvier 2020, nous avions 55 millions d'internautes qui représentent 55 de peuple égyptien. En 2020, nous avions 38 millions d'utilisateurs sur Facebook, 3 millions d'utilisateurs sur Twitter. L'Égypte est actuellement, en 2020, l'Égypte est classée le 19e pays dans le monde entier parmi les pays qui comptent le plus d'internautes, et en Afrique est classé le 2e pays après Nigeria. Voici maintenant un point important à mentionner. Il s'agit du cadre juridique de lutte contre la cybercriminalité en Égypte. En fait, l'Égypte a adopté quelques législations spécifiques liées à la cybercriminalité. Nous avons actuellement la loi 175 pour l'année 2018 relative à la cybercriminalité. Cette loi est entrée en vigueur en juin 2018 pour lutter contre les infractions informatiques. Je vous donne maintenant quelques informations sur cette loi, sur les infractions visées par cette loi. Tout d'abord, nous avons l'accès illicite au système informatique. Cette infraction est punie par l'emprisonnement d'un an au moins et d'une amende de 50 000 à 100 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Nous avons une autre infraction, l'introduction des données dans un système informatique ou la suppression ou la modification des données que le système informatique contient ou leur mode de traitement ou de transmission. Cette infraction est punie par l'emprisonnement de 2 ans au moins et le paiement d'une amende de 100 000 à 200 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Ensuite, nous avons l'intervention de fonctionnement d'un système informatique. Cette infraction sera punie d'un emprisonnement de 2 ans au moins et d'une amende de 100 000 à 200 000 livres égyptiennes. Également, nous avons l'accès à une boîte mail sans autorisation. C'est toujours dans la même législation. L'accès à une boîte mail sans autorisation est puni d'un emprisonnement de 6 mois au moins et d'une amende de 50 000 à 100 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Un article très intéressant dans notre législation, le blocage des sites web. L'article 7 de cette législation donne l'État égyptien le droit de bloquer les sites web qui publient un contenu qui est considéré une infraction selon la législation égyptienne en vigueur, comme par exemple la pornographie enfantine. Aussi, la fraude à la carte bleue est considérée une infraction dans cette loi. L'article 23 punit chaque délinquant qui utilise sans autorisation la carte bleue d'autrui en ligne par 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 à 50 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Aussi, dans cette législation,
le spam est considéré une infraction et puni d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 50 000 à 100 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Les fournisseurs d'accès en Égypte qui ne bloquent pas un site web de contenu illicite selon une décision du tribunal criminel compétent est puni d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 à 1 million de livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Donc, c'était la loi essentielle en matière de lutte contre la cybercriminalité en Égypte qui est entrée en vigueur en 2018. Nous avons ensuite la loi numéro 15 pour l'année 2004 relative à la signature électronique. Cette loi, une valeur juridique à la signature électronique comme un moyen de preuve, la loi punit le fait de manipuler une signature électronique ou l'utilisation illicite d'une signature électronique sur Internet ou hors Internet par une peine d'emprisonnement jusqu'aux 3 ans et d'une amende jusqu'aux 100 000 livres égyptiennes. C'est la deuxième loi. Ensuite, nous avons la loi numéro 82 pour l'année 2002 relative à la protection de la propriété intellectuelle. Cette loi protège la propriété intellectuelle et artistique qui s'applique aux œuvres de l'esprit et composée de droits de l'auteur et de droits voisins. La propriété industrielle est protégée sur Internet. Toute violation de cette loi sur Internet ou hors les réseaux Internet est punie par l'emprisonnement ou l'amende ou ces deux peines selon l'infraction commise. Finalement, nous avons en Égypte la loi sur la protection des mineurs. Selon cette loi, le mineur est chaque enfant moins de 18 ans. Cette loi a été modifiée en 2008 pour insérer un nouvel article qui punit le fait d'utilisation du réseau Internet pour abuser sexuellement un mineur. Et ce fait est puni par l'emprisonnement. En Égypte, la loi numéro 120 pour l'année 2008 a créé les tribunaux économiques. Les tribunaux économiques ont été créés dans chaque cour d'appel. Les tribunaux économiques se composent des tribunaux de première instance et de cour d'appel, selon le premier article de cette loi. Ces tribunaux fonctionnent depuis le 1er octobre 2008 et ont une compétence sur les affaires liées aux questions économiques et commerciales, y compris celles importantes de droit de propriété intellectuelle et de la cybercriminalité. Un point très important à mentionner, en Égypte, le grand mufti du pays a indiqué que l'échange de Bitcoin est contraire à la loi islamique et considéré illégal au regard de la charia islamique. Le grand mufti a justifié son avis en citant que Bitcoin n'est pas encore accepté officiellement par les autorités égyptiennes et que le gouvernement égyptien n'a pas la capacité de contrôler son utilisation qui prend le risque et c'est contraire à la loi islamique. Maintenant, on parle du rôle du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur égyptien joue également un rôle très efficace dans la lutte contre la cybercriminalité. En 2002, un office central de lutte contre la cybercriminalité a été créé au sein du ministère. Cet office a pour objectif de faire les enquêtes judiciaires concernant la cybercriminalité, de faire les travaux d'investigation technique à l'occasion d'enquêtes judiciaires, de travailler au niveau international avec Interpol dans le but de lutter contre
la cybercriminalité, de faire des formations et de stages aux membres de l'Office et de faire des travaux de recherche en matière de cybercriminalité. J'ai quelques recommandations pour lutter contre la cybercriminalité en tant que juriste. Tout d'abord, il est très important d'adopter des législations spécifiques en matière de nouvelles technologies pour pénaliser les différentes formes des infractions informatiques. En fait, il est très important d'adopter des législations spécifiques. On ne peut pas compter sur le droit pénal classique. Il faut toujours mettre à jour les législations pour lutter contre la cybercriminalité. C'est le premier point. Deuxième point, il est important d'harmoniser les législations nationales et de coopérer avec les différentes organisations au niveau international, comme Interpol, le Conseil de l'Europe et la Ligue arabe. Aussi, l'éducation des internautes permet de réduire le nombre de risques informatiques et c'est le rôle de notre association de faire des conférences et des séminaires pour faire l'éducation des internautes. Sans faire l'éducation des internautes, on ne peut pas lutter efficacement contre les menaces informatiques. Aussi, la coopération entre le secteur public et privé, comme les banques, les entreprises, les juristes, les informaticiens, les policiers, est également essentielle en matière de lutte contre la cybercriminalité. Donc, je termine mon intervention et voici mon adresse mail et voici notre site Internet. Je vous remercie. Un grand merci, Dr Mohamed Chouki, pour ce tour d'horizon sur les mesures qui ont été mises en place pour contrer la cybercriminalité en Égypte. Et ce qui revient aussi pour une question qui s'impose au niveau de, que pensez-vous des étapes prises par l'Égypte pour lutter contre la cybercriminalité? Est-ce qu'elles sont suffisantes à votre vue? En fait, cette question est très difficile à répondre, mais je peux dire que pour l'instant, oui, c'est suffisant. On a maintenant et on a finalement une législation spécifique en matière de lutte contre la cybercriminalité, c'est un point. On a également un office central au sein du ministère de l'Intérieur pour tracer les délinquants. Deuxième point, moi personnellement, j'ai participé aux formations destinées aux policiers et aux magistrats qui travaillent aux tribunaux économiques pour en fait leur donner plus d'informations sur les législations en vigueur et sur la lutte contre la cybercriminalité. Je ne peux pas dire que la législation égyptienne est une loi idéale. Ça n'existe pas. Mais les étapes prises par l'Égypte, je pense qu'elles sont suffisantes pour l'instant. Ok. Merci beaucoup, Dr Chouki, pour ce point de vue qui est pragmatique et qui revient à dire que tout passe par la formation, par la sensibilisation et éventuellement c'est le rôle des associations, des centres, d'accompagner les États, les institutions étatiques à sensibiliser le large public sur la protection des données. Madame Maître Corinne TRH et professeur Youssef Bental, Dr Mohamed Chouki, c'était un grand plaisir d'être avec vous dans ce partage de connaissances, dans ce partage d'informations et toujours dans le cadre académique et professionnel avec un retour d'expérience très riche. Je tiens à vous remercier toujours depuis l'Égypte, du Maroc, de France. C'est un grand plaisir de vous réunir tous autour de cette webconférence afin de donner un aperçu global par rapport au retour d'expérience de chacun dans son pays, comment il voit la cybercriminalité, quelles sont les mesures à mettre en place, que ce soit en avant, en amont et pendant. Le cadre juridique aussi, on a vu un petit peu comment ça a été réglementé à l'Union européenne, au niveau du Maroc,
au niveau de l'Égypte. C'était un grand plaisir et c'est toujours le slogan de cette webconférence, apprendre pour comprendre. Un plaisir. Je vous invite, si vous avez un petit mot à dire avant la clôture de cette webconférence, à vous la parole. Donc, nous sommes arrivés à la clôture du webinaire. Je vous remercie tous et toutes. Pour terminer notre webinaire, je vous annonce quelques recommandations. Tout d'abord, il faut rapprocher l'université pour mener des études approfondies sur le dark web. Et ensuite, il faut revoir la notion des données personnelles pour l'adapter aux nouvelles innovations technologiques, à savoir, par exemple, le profilage via l'intelligence artificielle. Aussi, il est important de vérifier l'application ou non des dispositions de règlement général sur la protection des données compte tenu de son effet extraterritorial. Finalement, et avant toute chose, cartographier les traitements et fichiers à l'aide des réponses aux questions suivantes: qui, quoi, pourquoi, où, comment, jusqu'au quand. Je vous remercie. Merci à vous, maître. Maître Corinne, vous avez un mot à nous dire avant la clôture de cette webconférence? Votre micro. Je voulais juste vous remercier tous de m'avoir permis de participer à cette visioconférence qu'on fait de plus en plus maintenant, puisque malheureusement, on ne peut pas trop bouger de chez nous. Merci encore. Et je trouve qu'à chaque fois que je participe à ce genre d'événements avec de brillants experts comme vous, on apprend toujours, parce que ça permet aussi de réfléchir et en tout cas à la fois d'exposer, mais aussi de recevoir beaucoup en termes de connaissances. Donc, merci encore pour ces moments de partage et toujours aussi précieux. C'était toujours un grand plaisir, maître Corinne Terrer. Monsieur professeur Youssef Bental, à vous. Merci beaucoup, Ahmed. Merci vraiment pour ce débat qui est riche. Et également, c'est un plaisir pour moi en fait, de débattre ce sujet à côté des experts en fait, de renommée qui sont à côté de moi. Et comme tu l'as dit déjà, donc j'ai beaucoup appris que ce sujet en fait, de cybercriminalité ne cesse en fait d'engendrer des questions vraiment pertinentes qui méritent toujours un travail continu et sans arrêt. Donc, merci à mes chers collègues, Madame Corinne, cher docteur et ami professeur Mohamed Chaouki, à vous-même, c'est Ahmed, pour la façon avec laquelle vous avez animé en fait tout professionnalisme en fait cette webinaire. Et je n'oublie pas quand même à remercier nos télé en fait participants qui nous ont suivis derrière leurs écrans dans cette en fait phase en fait difficile en fait de la pandémie de Covid-19. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine fois. C'est très gentil de votre part. Et avant de clôturer, je tiens à remercier nos chers auditeurs, auditrices de leur passion, de leur participation. Un grand merci. Et je tiens à signaler aussi que cette webconférence sera en replay sur notre page du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, et éventuellement les réponses à certaines questions qu'on n'a pas pu les dicter à nos chers intervenants, peut-être qu'ils seront par la suite affichés sur la page. Merci à vous et à bientôt. Merci.